Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Politique.Guyane, émission de nos rédactions radio et télé, émission qui vous accompagnera durant toute cette année éminemment politique. Une année que, bien évidemment, nous vous souhaitons belle et prospère. Nadine, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir Madame, Monsieur. Nous recevons ce soir ni plus ni moins que le président du conseil régional, Rodolphe Alexandre. Bonsoir. Bonsoir Nadine. Merci d'être avec nous. Bonsoir Charles-Nicolas. Président Alexandre, 17 morts, 12 collaborateurs de presse, dont 12 collaborateurs de presse, 5 jours d'émotion, d'intense émotion, et un seul cri, je suis Charlie, et déjà une polémique autour de cela. Vous, Rodolphe Alexandre, vous êtes Charlie? Je suis pour la liberté d'expression. Je suis pour un pays de tolérance, un pays de concorde. Je suis pour la République. Charlie Hebdo a tenu sa mesure. C'est un journal satirique. Je l'ai pratiqué à certains moments, on va dire, dans ma jeunesse. Mais pour moi, le débat, il est ailleurs. Il est au niveau de la démocratie. Et il faut, après le temps des larmes, le temps du sang, que maintenant l'action puisse maintenant avoir lieu. Et que la démocratie ne puisse pas vaciller. Il y va de nos libertés. Il a beaucoup été question effectivement de liberté d'expression, de liberté de la presse, de démocratie. Il était question ici, évidemment, beaucoup des caricatures de Charlie Hebdo. Jusqu'où peut-on aller, selon vous, pour faire rire? Et jusqu'où va la liberté d'expression? Ben écoutez, ce n'est pas à moi à le dire. C'est la société. Oui, disons que c'est un débat profond, un débat éminemment philosophique, politique, sociétal. La liberté d'expression doit s'arrêter à partir du moment où il y a l'apologie au crime de guerre, à partir du moment où il y a la diffamation, où il y a l'insulte. La liberté, c'est vous. C'est vous qui devez savoir à quel moment les dessins, les caricatures, la plume, quand elle fuse, jusqu'où elle doit aller. Mais d'une manière générale, il faut peut-être penser à ne pas franchir le cap des humiliations ou de l'invective envers d'autres communautés. Ce n'est pas un jeu seulement de religion. Je vous rappelle que Malraux avait situé notre siècle dans le siècle des religions. Mais peut-être qu'il n'avait peut-être pas aujourd'hui ce focus sur l'intégrisme et le fondamentalisme. Alors, on voit qu'il y a eu un véritable éveil des consciences aussi, qui s'est opéré suite à cet attentat, et beaucoup de débats autour de la liberté de la presse, la démocratie dont on vient de parler. Au quotidien, on voit que c'est quand même plus difficile, notamment pour les hommes politiques. Vous-même, Rodolphe Alexandre, parfois vous avez des relations un peu difficiles avec les journalistes. C'est plus compliqué quand on est confronté directement à la presse. Écoutez, je crois même être allé plus loin que ça, puisque j'ai subi un procès supposé pour la diffamation lorsque je proclamais une forme de liberté pour Kamoupi. Je ne crois pas que ce soit à niveau. Vous savez que parfois nous avons des relations tendues, mais vous savez très bien que j'ai un très grand respect pour votre fonction, pour vos propos, mais je crois que j'ai aussi le droit à exprimer parfois ma colère. En tout cas, Rodolphe Alexandre, plus prosaïquement et plus politiquement, dans 11 mois, on vote pour cette fameuse collectivité unique. Alors, vous avez déjà laissé supposer que vous serez candidat. Alors, pouvez-vous, ce soir, nous le reconfirmer et de façon plus claire? Serez-vous candidat à la présidence? Monsieur Charles-Nicolas, je crois que vous-même, vous êtes venu me retrouver à la région pour me demander est-ce que je voulais ferrailler avec quelqu'un prétendument candidate. Je vous ai dit, laissez le temps au temps. Dans le cadre de la collectivité unie. Tout à fait. Mais j'ai dit à monsieur Charles-Nicolas, je le répète publiquement devant toutes ces personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, je crois que nous sommes dans le temps de l'exercice de la fonction de cette collectivité pour laquelle j'ai eu un mandat avec l'ensemble d'une majorité. L'intérêt pour moi est de terminer mon mandat. J'ai un mouvement, j'ai des sollicitations, j'ai des rencontres. En temps voulu, nous pourrons amplement signaler donc la candidature. Pour l'instant, l'essentiel pour moi, c'est de terminer ce mandat sur les grands chantiers pour lesquels nous avons été mandatés et de donner aux Guyanais l'espoir que cet outil que nous avons choisi, que la majorité des Guyanais a choisi, peut apparaître comme le cadre qui puisse conduire à une maîtrise du destin des Guyanais et de ceux qui habitent la Guyane. Est-il possible que vous ne soyez pas candidat? Seul le Seigneur pourra le répondre. Pour l'instant, je peux, avec des amis, dans le cadre des débats qui ont lieu, qui sont très ouverts, sur lesquels il y a un enjeu fondamental pour cette belle Guyane en territoire sud-américain, amazonien, avec des potentialités énormes. Nous le verrons, l'histoire le dira. Mais permettez-moi une nouvelle fois, sans langue de bois, de vous dire que l'intérêt, c'est de terminer ce mandat avec tous les chantiers
de répondre au désengagement de l'État sur l'aspect budgétaire et de mettre en place les configurations. Je rappelle qu'il y a quand même 4 enjeux. Il y a une loi qui est sortie, qui est la fameuse loi de modernisation de l'action publique territoriale et l'affirmation des agglomérations, qui est la loi du 27 janvier 2014, qui fait de la région le chef de fila du développement économique. Donc il va être reversé dans la future collectivité. Il y a la formation professionnelle, la loi du 5 mars 2014. Il y a la réforme territoriale. C'est ça. On y revient, mais on reste un petit peu sur la collectivité territoriale de Guyane, hein, telle qu'on est censé l'appeler réellement. Oui. On a quand même l'impression, quand il y a des débats et que les choses s'animent un petit peu, on a quand même l'impression que la campagne a déjà démarré. Alors, vous nous avez dit qu'il faut vous laisser le temps de vous préparer avant de vous déclarer, de terminer votre mandat, sauf que vous devrez vous déclarer, si c'est le cas, quand même, avant la fin du mandat. Il y a une loi, il y a un contexte. Néanmoins, je pose la question quand même autrement. Est-ce que, en toute honnêteté, est-ce que vous avez envie d'y aller? Est-ce que là, aujourd'hui, Rodolphe Alexandre a envie de présider cette collectivité qui est en construction? Mais, Madame Nadine Félix, ne pensez-vous pas qu'un homme qui, hier, était maire de la ville de Cayenne, a accepté sur le jeu démocratique de partir sur une nouvelle collectivité, qui n'avait pas été formatée pour ce mandat, un homme qui, pendant 12 ans, avec une belle majorité au sein de la CACL, qui a été transformé en agglomération, qui a laissé un outil potentiel pour le développement, pour les conditions économiques, pour le cadre de vie des Guyanais, et tout particulièrement de la grande île de Cayenne, ne pensez-vous pas un instant que dès lors les enjeux se préparent et que nécessairement j'ai envie. Parce que lorsqu'on est candidat ou qu'on se désigne candidat ou qu'on va en politique, on le va sur un engagement, on le va sur un destin que l'on choisit. On ne fait pas de la politique comme on va jouer au football ou comme on va chez Nana. La politique, c'est un enjeu. Il faut aimer les gens, il faut partager avec les gens. Et dans ce cas d'espèce, c'est pourquoi je préfère terminer ce mandat. Au moment où la loi va le décider, au moment où mes amis vont me dire on y va, eh bien ça se prépare. Alors, cela. Pour être clair, voilà, on retiendra que vous ne nous dites pas que vous êtes candidat, mais vous nous dites oui, j'en ai envie. Je suis en pleine santé, je suis en pleine forme, disons que j'ai envie. J'ai envie avec tous les Guyanais de passer un autre cap au-delà du rêve, de la réalité. Alors, il s'agit d'un scrutin de liste. Après les sénatoriales où vous avez soutenu Antoine Karam. Qui vous a dit ça? Antoine Karam. Non, mais qui vous a dit ça? Antoine Karam. Ah bon, d'accord. Vous avez soutenu Antoine Karam. On peut donc se demander si vous allez au combat. Vous avez dit que vous allez vous rassembler avec votre groupe. Avec qui vous partirez? Il faut un groupe relativement constitué. Est-ce qu'il il pourrait y avoir des alliances qui se feraient? La vision que nous partageons aujourd'hui n'est pas une vision idéologique de droite ou de gauche. C'est une vision de tous les Guyanais et de tous ceux qui habitent la Guyane. Tous ceux qui se placent sur des références de démocratie, de valeurs républicaines, de tolérance, de métissage de la Guyane, de toutes ces communautés interculturelles et surtout de rééquilibre du territoire. Si vous permettez, je vais quand même dire 2 petits mots pour mes amis du fleuve, parce que ceux-là, souvent, on les oublie. C'est-à-dire que je leur dirais, comme j'ai souvent fait mes vœux à tout le monde, Deng Sama, Ali Condé Bouchi et Bunyali. Ça veut dire de bons vœux et que j'espère qu'avec les peuples de l'intérieur, amérindiens, Bushinengue, nous allons aller vers maintenant le maillage du territoire. Voilà ce que nous souhaitons. Donc, ceux qui veulent aller sur des clivages de droite, de gauche, c'est leur choix, c'est la démocratie. Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir un regard commun pour la mise en place d'une communauté de destin. Ça veut dire que vous êtes toujours sur la ligne de l'ouverture, c'était celle de Guyane 73 toujours. Au départ. C'est encore le cas, Guyane 73 existe encore et encore un mouvement fort. Si vous l'avez enterré, c'est vous qui l'avez enterré, mais ça existe, c'est partout, c'est là. Simplement, ça s'ouvre maintenant vers de vrais débats. J'ai beaucoup d'amis, 74. D'ailleurs, même dans mon groupe 73, j'avais déjà des militants de 74. Et plus que jamais, nous nous regardons dans les yeux, nous regardons les objectifs, les contraintes, les handicaps. Parce que plus que jamais, l'outil qui va être mis en place, c'est un outil qui permettra à la Guyane pendant 20 ans de se préparer pour véritablement un destin. Disons que cette collectivité ne pourra pas passer ces 5 ans s'il n'y a pas un autre cadre statutaire qui sera mis en place. C'est ça la question. Je ne fais pas de l'État un adversaire, encore moins un ami, mais je fais de l'État un partenaire. On va y arriver. En tout cas, l'UMP sera également du combat. Une liste serait même en préparation. Est-ce à dire que l'alliance Guyane 73 UMP a vécu? Non, honnêtement, je n'ai pas connaissance de
quelles que soient les ruptures, on peut ne pas avoir les mêmes convergences d'esprit. Chacun est libre. Chacun est libre. Et peut-être plus il y aura de candidats, plus la démocratie sera très belle et sera ouverte. Est-ce que ça n'affaiblit pas quand même Guyane 73 de savoir que l'UMP prépare une liste propre? Est-ce que ça vous inquiète pas? C'est la population qui décide. C'est elle seule. Nul n'est propriétaire de ses voix. Nul n'est propriétaire de clivage ou d'enclave. Je pense que plus que jamais, c'est une démocratie qui va véritablement se regarder, qui va être en introspection de sa volonté pour participer à l'enjeu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la nouvelle collectivité qui sera mise en place, c'est plus d'1 milliard. Et ces 1 milliard correspondent tout juste, donc au moins dans la première période, à la mise en place des emplois, à la mise en place des chantiers. Ça veut dire qu'il faudra un autre cadre alternatif qui puisse permettre d'avoir de nouvelles recettes, à la fois fiscales et d'investissement, qu'il faudra s'ouvrir vers la coopération. Cet enjeu, c'est la mutualisation de toutes les compétences. Donc l'enjeu dépasse les clivages. Vous parlez de notre cadre statutaire, vous pensez à quoi? C'est-à-dire que plus que jamais, les Guyanais devront réfléchir sur une forme d'adaptation à nos spécificités. On a voté le cadre du 73, eh bien aujourd'hui, il faut essayer de voir comment de nouvelles, à la carte, sui generis, 73+, 74, les Guyanais vont choisir. Mais je vous rappelle, si vous permettez... Ils en ont eu l'occasion déjà, les Guyanais, de choisir. Eh bien, nous allons être dans ce cadre du 73, mais Madame Nadine Félix, il y a 2 choses qui, à mon avis, ont échappé aux médias. La première, c'est que nous avons remporté une énorme victoire, celle d'avoir gagné au Conseil d'État la loi du 31 décembre 2000, la LOM, qui fait maintenant aujourd'hui autorité à la future collectivité la délivrance des permis offshore, mais qui en même temps ouvre tout un rayon sur l'énergie. C'est-à-dire que nous aurons la compétence en matière d'énergie, les questions de barrage, de biodiversité, de biomasse, etc. Nous aurons la compétence maintenant sur la question d'autochtonie. Eh bien, cette loi-là, tous les amis, tous nos camarades juristes travaillent là-dessus. Ça dépasse le 73. Mais voilà les justes conditions. Je me répète. En 2010, en tout cas, vous disiez que nous n'étions pas prêts, globalement. J'ai dit, ça se prépare. Pour le 74, en créole, ça se prépare. Ça se prépare. C'était on ne va pas à l'aventure. Votre argument de campagne. Et c'est-à-dire que 5 ans plus tard, les Guyanais sont devenus plus matures, selon vous? C'est pas à moi de juger la question de mature. Je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue. Je dis uniquement aujourd'hui ce que nous devons faire. Nous avons eu la main dans le cambouis, nous avons eu la tête sur le guidon, nous avons eu des moments de frottement avec l'État, avec les gouvernements successifs, de droite comme de gauche. Nous savons où nous allons. En tout cas, d'une manière générale, aujourd'hui, le cap est orienté. Et quand je vous parle de la loi du 31 décembre 2000, pendant 12 ans, aucun parlementaire n'est monté au créneau. Nous l'avons fait, on a eu le courage, et bien nous avons réussi. Et ce cap-là permettra aux Guyanais d'avoir d'énormes compétences. Vous imaginez la redevance au niveau du pétrole? Vous imaginez la redevance au niveau minier? Parce que ce point-là, je dois partir prochainement rencontrer Monsieur le ministre, Monsieur Macron, nous allons le poser. C'est pourquoi je vous dis, l'État n'est ni mon ami, ni mon ennemi, mais c'est mon partenaire. Et aujourd'hui, il appartient aux Guyanais de choisir leur destin. Après, tout sera possible. La deuxième loi, que je n'ai pas pu répondre à la première question, eh bien, c'est le SDOM. Nous avons perdu sur le schéma d'orientation minier, mais nous allons y revenir. Oui. Je peux vous rassurer, Madame Nadine Félix et Monsieur Charles Nicolas, que la Guyane ne pourra pas se passer d'un développement aurifère. Et nous préparons en ce moment un mémorandum à remettre au président Hollande pour que la conférence qui va avoir lieu au mois de décembre, nous n'ayons pas un strapontin, mais un siège. Parce que c'est la Guyane qui fournit plus des 2/3 de l'oxygène à l'Europe. C'est la Guyane qui a permis les accords de Grenelle. Donc si on veut geler la Guyane, la mettre sous tutelle, eh bien, je crois que les Guyanais feront également entendre leur voix. Alors, on a parlé, on revient à la collectivité unique, puisqu'on est parti dans d'autres directions dans lesquelles nous reviendrons, parce qu'on a prévu quand même des choses pour vous, vous imaginez bien. On revient un petit peu je suppose. à la collectivité unique. C'est le moins qu'on puisse faire. Et donc, il y a ce fameux scrutin de liste, j'y reviens. Vous parliez tout à l'heure justement des habitants du fleuve, des habitants du Haut-Maroni, ceux de Saint-Laurent-du-Maroni, qu'il va falloir aussi convaincre. Aujourd'hui, quand vous entendez le rapprochement qui existe entre Léon Bertrand et Alain Tiagnon, est-ce que ça peut être inquiétant pour vous? Non, pas du tout. Vous ne perdez pas un allié avec Léon Bertrand, pardon. Non, mais c'est vous qui le dites. Nous avons 8 mois. Monsieur Léon Bertrand, le maire, président de la CCOG, m'a fait l'honneur de venir assister à la conférence que nous avons eue il y a moins de 2 jours à Saint-Laurent pour l'ensemble des associations. Je crois qu'il a parfaitement vu et compris et le savait que la jeunesse de Saint-Laurent a beaucoup travaillé en collaboration, en relation avec la région Guyane. Je ne suis pas dans des je vais dire, des combinaisons de personnes, de partis.
Pour l'instant, je travaille, je rencontre beaucoup de maires. On peut ne pas être fondamentalement d'accord, mais d'une manière générale, il y a un respect de l'un vers l'autre. Et puis, il y a une application au niveau du terrain. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, lorsque les jeunes de Saint-Laurent nous demandent la maison des associations, nous leur avons dit oui. Ce sera dans le projet, nous le mettrons. Lorsque nous construisons une piscine à Mana, il fallait y penser. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas une question de chiffres. Mais en tout cas, dans les débats qui ont eu lieu avec Saint-Laurent, c'est plus de 500 000 € qui sont attribués aux différentes associations. Parce que notre volonté, par contre, là où on a fait plus par rapport à d'autres, c'est qu'on a voulu le rééquilibrage du territoire. Vous savez qu'à la fin de l'année 2016, on va sortir un énorme hall des sports. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les enfants de Cayenne devront monter et dormir à Saint-Laurent pour les grands tournois. Il n'y a pas que les enfants de Saint-Laurent qui doivent payer les frais de taxi ou les frais de car, d'hôtel pour pouvoir faire du sport et assumer les grandes compétitions. Voilà ce que nous voulons. Nous voulons casser les fractures, casser les préjugés entre les uns et les autres. La Guyane forme un seul territoire avec un seul peuple. Après la droite, vos rapports maintenant avec la gauche, le Parti socialiste guyanais dans tout ça. En tout cas, en juin dernier, vous avez fait le pèlerinage au local de la cité Césaire. C'était lors de la commémoration de la mort de Justin Cataillé. Votre présence à l'intérieur du local a beaucoup fait jaser, a été très remarquée. Puis en septembre, vous avez soutenu Antoine Karam pour les sénatoriales. Aujourd'hui, votre directeur de cabinet, Marie-Joseph Pinville, pour ne pas le nommer, est un membre actif du PSG. Rodolphe Alexandre, que doit-on en déduire? Alors, Jean-Nicolas, est-ce que je peux vous répondre en disant que vous faites une très belle novella, un très beau feuilleton, et on peut le signer dès maintenant et le reproduire. Alors, on va y répondre point par point. Au Parti socialiste guyanais, nous nous sommes séparés. Mais j'ai beaucoup d'amis. Et j'ai beaucoup de cœur toujours au sein de ce parti qui, pendant 25 ans, m'a abrité, m'a confié de fortes responsabilités. C'est du passé. Je suis allé parce qu'on m'a invité, il fallait appuyer l'image, l'idée d'un grand homme, Justin Cataillé. Même si je vais sortir un ouvrage où quelque part je démontre qu'il y a eu des erreurs, qui n'en fait pas. Qui n'en fait pas. Car je reste persuadé, comme en ce moment, il y a une page d'histoire qui peut-être a été ratée avec des grands. Et je vous suggère peut-être de faire des émissions avec Serge Patient et beaucoup d'autres qui sont des témoins historiques d'une période fondamentale en matière statutaire. Donc mes amis m'ont invité à prendre le café ou le chocolat au local. Et c'est vrai, ça faisait un moment que je n'y étais pas rentré. Tant pis, tant mieux, c'est un geste, on va dire, solennel, fraternel. La deuxième, c'est Antoine Karam. J'ai eu le temps de m'exprimer pour dire que j'ai la plus grande amitié pour M. Otinoué et qu'il a joué un rôle important. Bientôt, il va vous convier à une conférence de presse sur le numérique. Comment on installe sur 17 sites de Guyane la téléphonie. Bientôt, vous pourrez téléphoner Camopi, comme en ce moment déjà, on peut téléphoner à Saül. Ça marche pas forcément très bien tout le temps à Saül. Hein. Oui, mais madame, on a quand même fait un effort. Pendant 50 ans, l'État n'a rien fait. Donc, il faut nous laisser arriver au fur et à mesure. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous pouvez téléphoner à Twinkie, par exemple, même si vous passez par le réseau sur Inani. Alors, pour revenir, donc, j'avais simplement dit que, OK, on va soutenir Otinoué au premier tour, mais au second tour, où on sait mathématiquement qu'on n'aurait pas eu de chance, il fallait apporter un soutien à M. Karam. Il y a des liens d'amitié avec Antoine Karam, il y a un travail qui a été fait, on n'a pas toujours été d'accord, c'est normal, et donc il était important que nous faisions un obstacle pour barrer la route à monsieur Antoinette. Ça, je suis clair là-dessus. Comme j'ai soutenu M. Ringuet, car aujourd'hui l'histoire le prouve, eh bien, une commune qui est endettée, une commune qui est en faillite. Lui, il est membre de Guyane 73, c'est naturel. Qu'importe, mais en tout cas, on a fait un nouveau pas. Peut-être que demain on peut se tromper, mais on a fait un nouveau pas avec non pas un accord, non pas une plateforme, mais un geste solennel pour qu'il y ait un changement. Et le troisième point que vous mentionnez, qui est donc Marie-Joseph Pinville, qui est un ami, c'est plus de 25 ans d'amitié, c'est une longue pratique au quotidien. Eh bien, je pense que à part son expérience qui est reconnue, qui est patentée, le contact qu'il a avec l'ensemble du personnel, eh bien, c'est pour moi un élément majeur qui va permettre à la fois à la collectivité, à la fois au cabinet d'être structuré. En résumé, pas de retour programmé au PSG? Non, pas de retour, mais peut-être maintenant on discute mieux, on se parle, on échange, et ça permet de vous rappeler que je suis un homme de gauche, car c'est vous qui m'avez qualifié un homme de droite, sans pour autant dénigrer mes amis à droite. Alors qu'est-ce qui bloque pour l'instant concernant un éventuel retour? Une reprise de Karam. Pourquoi vous voulez nécessairement que j'y retourne? Disons, faisons que les Guyanais rentrent dans le débat. Vous n'avez pas envie, là? Non. Comment? Vous n'avez pas envie de retourner? Quand, en général, l'histoire vous a amené à prendre un nouveau chemin,
avoir un nouveau débat. Je reste un démocrate, un républicain et un homme ouvert à toutes les tendances politiques. Justement, ne m'enfermez pas. Vous parlez d'ouverture. Gun 73, vous l'avez dit, est un mouvement ouvert. On a vu que l'UMP, là, peut-être, essaye de prendre finalement... C'est vous qui dites de s'émanciper. Peut-être. Apparemment, en tout cas, ils veulent faire une liste à part. Alors, du coup, est-ce qu'on pourrait imaginer que Guyane 73, par exemple, pour la collectivité unique, accueille sur sa liste des membres du PSG? Mais pourquoi pas? Tout est possible. Vous seriez surpris de voir les discussions, les débats que j'ai avec tout un chacun. Les deux sont compatibles. Pourquoi pas? Tout est compatible. Dès lors qu'on est guyanais, qu'on vit dans ce pays, qu'on participe à la culture de la Guyane, qu'on a un projet de développement cohérent pour permettre à notre pays de devenir véritablement un acteur du développement pour ses enfants, tout le monde y a sa place. Il y a déjà eu des approches en ce sens? Nous discutons. Nous discutons. Sans provocation, comment ça va avec Marie-Josée Lalcy? Très bien. Les divergences ne sont pas des inimitiés. Les débats que nous pouvons tenir ne sont pas fondamentalement portés à être uniformes. Il faut laisser à chacun sa personnalité. Et le temps fait son œuvre? Apaise les choses? Oui, le temps apaise les choses. Et puis les enjeux, madame, les enjeux. On n'a pas le droit, à notre âge, selon notre volonté, selon notre parcours politique, de sacrifier la jeunesse. On doit à un moment donné se retrouver. On doit à un moment donné faire une paix, une concorde pour que les enfants de demain puissent être encore plus responsables, puissent avoir ce pouvoir que nous voulons leur confier, de façon à ce que la Guyane s'en sorte. Parce que la Guyane a toutes les potentialités. La Guyane, c'est ni la Martinique, ni la Guadeloupe, encore moins Mayotte. En Guyane, par exemple, sur les chantiers de l'assainissement de l'eau potable, il y a de quoi tenir pendant plus de 100 ans. Plus de 100 ans, ça veut dire qu'il faut créer des emplois, il faut permettre aux entreprises d'avoir la commande publique sur le logement ou bien... Voilà ce que nous voulons réaliser. Rodolphe Alexandre reste avec nous. Vous êtes toujours sur Télé Guyane. On reprend cette discussion juste après ceci. Rodolphe Alexandre, nous allons parler de la collectivité que vous présidez et la région. Alors l'État se désengage, on l'a compris, vous l'avez déjà dit, et vous l'avez déploré, c'était à l'occasion d'une conférence de presse. Alors, par exemple, l'enveloppe pour le contrat de plan État-région a même diminué. Et pour faire face sans tendre la main, Rodolphe Alexandre, comment allez-vous faire? Eh bien, d'abord, je vais retourner auprès de mon assemblée, bien que j'ai le mandat pour pouvoir négocier et signer au nom de la collectivité régionale. Je vais retourner auprès de l'Assemblée avec toute la maquette des contrats de plan et exposer aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes. L'État nous dit que nous avons gagné 26%. Nous sommes passés à 180 millions d'euros. En ayant un petit peu chatouillé de très près le gouvernement, on a obtenu 16 millions supplémentaires. Donc 180 millions. 26%, oui, en augmentation globale, mais quand on la répartit sur le nombre d'années et qu'on arrive à 2020, on s'aperçoit qu'on est à moins 18%. Et puis il y a des points qui sont non négociables. Les constructions scolaires, nous avons sorti une plateforme avec monsieur le recteur et ses services. Nous sommes à 1,3 milliard pour construire 8 lycées, 9 collèges, 530 groupes scolaires. On nous dit 19 millions. Même pas de quoi construire un groupe scolaire à Saint-Laurent. Donc ça veut dire que là-dessus, il faut qu'il y ait un vrai débat. Sur la recherche, au moment où nous avons une université, nous aurons un fleuron que nous aurons à construire. On a les bâtiments, maintenant il y a les filières à mettre en place, il y a le cadre à mettre en place en termes de financement. Il est hors de question qu'on nous donne 400 000 euros. Voilà le débat. Et s'il fallait aborder les infrastructures ou les routes, c'est idem. Je vous rappelle que ma majorité a eu à un moment donné à choisir si on avançait les sous pour l'État, Balata, que nous avons fait et nous avons été remboursés. Donc il faut carte sur table avec monsieur le préfet, les différents ministères qui seront sollicités, que l'on remette la Guyane dans son contexte. 4% de croissance démographique sur la grande île de Cayenne, mais 9% à Saint-Laurent, 6% à Saint-Georges. Donc aujourd'hui, il faut que le gouvernement prenne en compte qu'il n'y a pas que la base spatiale. Nous avons des potentialités, eh bien laissez-nous au moins pouvoir les développer. Donc ce contrat de plan commence très mal. Et comment faire pour aller trouver des sources de financement endogènes? Nous avons des perspectives. Là, par exemple, grâce à mes services, en particulier à mon directeur général des services, nous avons levé un emprunt de 35 millions. 20 millions auprès de l'AFD, 15 millions auprès de la Caisse des dépôts. Vous vous rendez compte, des banquiers qui prêtent à une collectivité, la région Guyane, qui va disparaître dans 9 mois. Ça veut dire qu'on avait la capacité financière,
on avait l'autofinancement, on avait la trésorerie, on avait les fonds de roulement. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que vous commencez déjà à endetter la collectivité unique qui n'est pas encore sortie de terre? J'apprécie cette question. Au contraire. C'est parce que si justement nous levons cet emprunt, c'est pour permettre justement la création d'une nouvelle collectivité. Vous allez interroger mon collègue du Conseil général pour savoir dans quel état se trouvent ces finances. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, si nous voulons tout Guyane confondu et mettre en place ce pays, il fallait donc cette marge. D'où l'intérêt que nous avons fait donc de lever cet emprunt. Mais nous avons d'autres solutions que je vous présenterai par la suite. Mais en tout cas, d'une manière générale, nous demandons à l'État d'assumer ses responsabilités. Il était question d'avoir un pacte d'avenir en Guyane. Si l'État reste sourd. C'est impossible. C'est impossible. Parce que si l'État est sourd, nous ne sommes ni mendiants, ni assistés, nous avons des propositions à mettre en place. Ne fût-ce que sur le développement aurifère. Le développement aurifère, il est immédiat. C'était le but de la question de tout à l'heure, s'entendre la main. Tout à fait. Tout à fait. C'est plus de 500 emplois. Il y a Columbus qui est à la porte de la Guyane. Il y a Oplata maintenant qui veut aller vers la cyanuration. Il y a d'autres développements endogènes. Sur le bois, on est à 90 000 tonnes de mètres cubes de bois aujourd'hui. Eh bien, toutes ces potentialités-là, il faut les mettre en place. Et c'est ça que nous demandons. Mais nous avons d'autres perspectives. Je vous rappelle que nous avons été la seule région d'outre-mer à mettre en place la Banque publique d'investissement. C'est aujourd'hui 90 dossiers qui ont été éligibles, de 10 000 à 50 à 80 000 euros, mais qui permettent la création d'entreprises. Nous avons des microcrédits qui ont été mis en place. Nous savons travailler sans pour autant quémander. Et je crois que les Guyanais aujourd'hui ne veulent plus quémander. Ils sont fiers et dignes, mais ils veulent un vrai débat avec l'État. Quand vous avez fait cette déclaration concernant le désengagement de l'État, déclaration forte et sans ambiguïté, certains vous ont dit, ça fait longtemps nous qu'on le dit, que l'État se désengage. Certains ont été même très ironiques oui. concernant. Oui, c'est de leur droit, mais c'est de la flagornerie. Parce qu'ils n'ont pas la main, comme on dit, dans le conduit. C'est parce que c'est facile de critiquer l'État. Moi, je critique pas l'État à tort à travers. Je critique l'État sur des dossiers. Exemple, sur Air Guyane, à l'heure actuelle, la région, c'est près de 7 millions d'euros. Il y a une délégation de services publics. L'État, unilatéralement, nous fait un courrier, bleu, blanc, rouge, et nous fait savoir qu'on nous retire moins 400 000 euros. Si à l'heure actuelle, j'appelle M. Anneli, j'appelle M. Di, j'appelle ou d'autres, M. Martin, on peut tout de suite augmenter de 20 euros le tarif du prix du billet d'Air France. Nous ne le faisons pas. Nous assumons nos responsabilités. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question de désengagement, parce que vous savez que le gouvernement fait savoir qu'il faut réduire de 3,5 milliards la dette publique. Simplement nous disons, en Guyane, c'est un cas spécifique. Nous sommes ni l'Île-de-France, ni le Pas-de-Calais, où là, on leur prend 2, 4, 5 millions. Nous, en Guyane, sur notre dotation globale de fonctionnement, on nous prend 2 millions d'euros. Et c'est pratiquement idem pour mon collègue du département. Ça, c'est des points qui ne sont pas négociables. Parce que nous ne pouvons pas, dans cette croissance démographique, dans ce retard en infrastructure, avoir ce retrait, cette diminution des crédits de l'État. Alors, les fonds européens. Alors, depuis peu, la région est autorité de gestion de ces fameux fonds européens. Vous en êtes très fiers. Mais Rodolphe Alessandre, est-ce une réelle autonomie financière quand on sait par exemple que pour gérer ces fonds, vous ferez appel à certains administratifs de l'État? Parce que, voyez-vous, le pouvoir se partage. Nous formons des cadres guyanais et bientôt je vais vous inviter, puisqu'on va ouvrir ce bâtiment que nous avons occupé sur la route de la Madeleine. Il devrait y avoir une 40aine de cadres. La loi me fait obligation de réaffecter les fonctionnaires de la cellule Europe qui travaillaient pour le compte de l'État. C'est obligatoire. Ceux qui ne veulent pas, ils partent, comme pour l'université. Et les autres, nous ouvrons les postes. D'abord en interne, donc les personnes fonctionnaires à la région ou au département qui ont fait acte de candidature, eh bien, certains ont déjà été affectés sur les postes, d'autres, leur candidature est examinée. Je mets 3 points. 1, l'expérience et la compétence. 2, la convergence des vues sur les fonds européens. Et 3, une entière disponibilité. Parce que là, il y va de la responsabilité pénale de l'exécutif que je suis et de la responsabilité financière de la collectivité. Alors oui, je suis fier, M. Charles-Nicolas, même très fier de l'ensemble des cadres qui m'ont accompagné, de mon administration, de tous les élus, toutes tendances confondues. Parce que la loi avait fait un dispositif, on va dire, un subterfuge alambiqué. La loi demandait aux Outre-mer, voulez-vous gérer les fonds européens? Comme si on n'avait pas ni la compétence ni la qualité. Eh bien nous, l'Assemblée a voté au mois d'octobre, toutes tendances confondues, oui nous la voulons.
quitte demain à assumer nos erreurs ou à assumer nos responsabilités. Et je crois que là, on a fait un acte fondateur et solennel, c'est de pouvoir gérer les 630 millions qui nous sont maintenant impartis sur la formation, le FSE, sur le FEDER, tout ce qui est équipement, infrastructure, sur le FEADER, où là, si vous posez des questions, j'aurai beaucoup de réponses à vous donner en matière de développement agricole. Sincèrement, ce sera peut-être l'un des éléments les plus importants de cette mandature et de tout ce conseil, parce que j'y mets tous les élus. Ça a été pour nous une volonté aujourd'hui d'assumer. Parce que, si vous permettez, 2 secondes, contrairement à l'État, nous avons une vision du territoire. Nous avons une vision politique. Sans nous, Madame Nadine Félix, vous voyez, je parle un peu avec force, sans nous, il n'y aurait pas eu les hôtels comme l'hôtel, excusez-moi, Royal Amazonia ou celui de Saint-Laurent. Il n'y aurait pas eu Balalou sur Kourou. Il n'y aurait pas eu beaucoup de choses parce qu'il n'y avait pas la vision. Vous avez un hôtel qui va sortir à Joupa, eh bien la région a porté sa quote-part. Elle a soutenu Ernest Prévost, la dernière romerie de Guyane. Nous l'avons défendu bec et ongle. Parce que là, vous avez par exemple la Cogumère qui va sortir une usine de transformation. Autant de temps qu'il fallait, on s'est battu pour porter ces projets. Quand même, nous aimons notre pays et nous voulons le défendre. Quand même, j'insiste un petit peu justement sur la dernière question de José. Je rejoins ce que vous venez de dire. Une partie quand même des instructeurs des dossiers sont déjà ceux des prédécesseurs, sont déjà des existants. Est-ce qu'il n'y aura pas un travail à faire jusque dans les mentalités pour être sûr qu'on ne se retrouve pas avec les mêmes difficultés et le même fonctionnement finalement quant à la levée des fonds européens? Merci pour cette question, parce que j'allais l'oublier. 2 points nouveaux. 1, je vais consulter tous les maires et les EPCI. Il y aura des réunions de communication, d'information, ce qui ne se faisait pas auparavant. Ça veut dire, avant la commission de programmation, c'est que les fonctionnaires qui venaient en assemblée et qui lisaient leurs documents. Donc il y aura avant une consultation, et dès lors qu'un dossier sera porté par un porteur de projet dans une commune, le maire saura aviser son conseil municipal. 2, il va y avoir une transversalité entre les services de la région et les services des fonds européens. Et 3, on met en place une cellule de communication qui va parcourir le territoire. Fini l'histoire de se déplacer de Saint-Laurent pour venir à Cayenne, vous montez en commune, vous allez à Maripasoula, vous parcourez le territoire, parce que nous voulons le mailler. Et tous les porteurs de projets, par exemple, il y a un jeune homme qui va prendre une pirogue d'environ 40 mètres, qui va mettre à l'intérieur des frigos, congélateurs, des choses comme celle-là, et qui pourra faire du fret sur le Maroni. Il n'est pas une idée qu'on ne puisse pas l'aider. C'est innovant, c'est particulier. Allez demander au Pas-de-Calais ou au Rhône ou bien en Allemagne des pirogues qui transportent du fret, eh bien nous, on va le faire. Alors Rodolphe Alexandre, toujours s'agissant de ces fonds européens, alors pour les mobiliser, il faut avoir une capacité d'emprunt, on est d'accord. Alors est-ce qu'une région au budget contraint, voire endettée, sera en capacité de les mobiliser tous? Eh bien, je vais vous surprendre, on ne fera même pas d'emprunt, sur nos fonds propres, parce que nous avons la capacité. Aujourd'hui, le président qui vous parle, avec tous les conseillers de sa majorité ou de l'opposition, eh bien c'est pratiquement 16 millions d'euros, 14 millions d'euros sur notre capacité d'autofinancement. C'est 26 millions sur les fonds propres. Et pour la première fois en 3 ans, on va donc lever l'emprunt. Tout ce que nous avions calculé arrive aujourd'hui à échéance, c'est-à-dire sortir avec une solvabilité au niveau de la collectivité pour préparer la création de la nouvelle. Donc, on a tellement les moyens que sur le FEADER, nous proposons davantage que l'État pour la contrepartie. Et puis, il faut le dire, il y a un partenaire que souvent on ne nomme pas, mais je suis ni dans la quémande, ni dans la flagornerie ou autre, c'est le CNES. Il y a une deuxième convention de 26 millions qu'on a mis en place avec le CNES qui répond à des opérations beaucoup plus souples en termes de financement pour beaucoup de porteurs de projets. Et maintenant, je parlais encore pas plus tard que hier avec le directeur, M. Chemoul, nous mettrons en place une commission de suivi, comme pour le pétrole, pour les chantiers qui vont avoir lieu prochainement. C'est 500 millions qu'il faut que ça reste sur le territoire de la Guyane. Et donc avec un retour pour les entreprises guyanaises. Alors justement, puisqu'on parle des chantiers, on sait que le BTP est en souffrance, la commande publique est en baisse. Quel est votre plan de relance? Le plan de relance, c'est d'abord chez nous les garanties financières. Nous dépassons 250 millions en termes de garanties financières, Simco, HLM, Sigui ou autres. Ça veut dire que nous portons pour eux cette garantie financière à plus de 40%, voire même pour des régions enclavées comme Papaïchton, Grand Santi, à 100%. Ça veut dire qu'on soutient la commande publique. Nous avons un vrai débat que je vais proposer également à mon collègue du département, également donc au BTP. On en a parlé au cours des vœux, c'est de retourner à Paris pour que la LBU soit véritablement sanctuarisée à plus de 50 millions. Aujourd'hui, elle a 36 millions. Alors c'est facile, on vous dit en autorisation de programme, mais en crédit de paiement, elle ne dépasse pas les 10 millions. Et donc à ce niveau-là, c'est un premier point. Et puis,
Il y a d'autres éléments comme la défiscalisation sur lesquels il faut revenir. En tout cas, ce qui nous concerne, je pense, avec ma majorité, davantage travailler avec l'EPAG, parce que l'EPAG a une capacité aujourd'hui d'intervention financière, et je pense que là, on a les moyens de relancer donc la commande publique. Il y a un dernier dossier qui intéresse les uns et les autres, c'est l'OIN, Opération Intégrée Nationale. Ça veut dire de construire pratiquement des petites villes nouvelles, et là, on a de quoi, je pense, très prochainement, lancer un projet sur Saint-Laurent. Mais je ne désespère pas. C'est vrai qu'on a chuté. Il faudrait construire 1500 logements à peu près, on va dire, par an. On en fait maintenant 800, alors qu'on avait atteint le pic de 1200. Mais vous savez que c'est lié en grande partie à la défiscalisation et à la LBU. Alors tout ça, c'est des points qu'on devra exposer au ministre M. Macron. Alors on sait aussi qu'il y a des bailleurs sociaux qui sont en difficulté. C'est le cas de la SIGI, là, tout à fait. En ce moment. Vous résistez pour faire en sorte qu'elle s'en sorte, mais de quelle façon précisément? D'abord, c'est une responsabilité d'abord de l'État. Donc il faut que l'État assume. Je rappelle que les collectivités ont participé au pot dans le cadre des HLM. Donc maintenant, j'attends l'audit, j'attends le rapport pour que la collectivité puisse ouvrir le débat et que nous puissions donc trouver des solutions. Mais il est hors de question que nous laissons mourir la SIGI. Alors, autre axe de développement privilégié par la région, vous le disiez tout à l'heure, l'agriculture. Avez-vous un plan agricole à proposer? Alors, Monsieur Charles-Nicolas, plus qu'un plan. On a une stratégie régionale en matière de développement agricole. Et il reste un an pour mettre en place une stratégie régionale. Ceux qui viendront devront le suivre. Ceux qui viendront devront le suivre. C'est-à-dire que nous disons... Un plan à l'usage de la future collectivité territoriale. C'est basé sur 30 ans. En deux mots. Allez-y. Il faut installer 100 agriculteurs par an. Il faut libérer près de 3200 surfaces agricoles pour permettre justement à ces jeunes de s'y installer. Il faut mettre en place un véritable plan séquencé allant depuis l'ovin, le bovin, bubalin, etc. Exemple, personne ne s'en est aperçu, en matière de volaille. Nous avons une autosuffisance en matière des œufs. Par contre, sur la volaille même, on est à 0,09. Donc il faut retourner sur la production de volaille. Sur le bétail, par exemple, sur les bovins, il n'y a que pratiquement 20 personnes, enfin 20 exploitants qui dominent le marché sur pratiquement, on va dire, 200 exploitants. Voilà la vraie politique que nous devons mettre en place. Alors, il y a des mesures sur le FEADER que nous allons gérer, comme la mesure 411 qui permet aux jeunes de s'installer. Et moi, je vais vous dire, ce qui est fondamental dans ce rapport, c'est qu'il faut qu'un jeune, lorsqu'il sort de Matiti, le terrain lui soit déjà pratiquement pressenti, que nous fassions maintenant le défrichage du terrain, qu'on installe ce jeune avec l'ensemble des VRD, soit à travers la biomasse ou autre, mais que le terrain lui soit totalement donc mis, on va dire, en état de pratique. Et qu'une allocation lui soit fixée pour permettre pendant les 6-7 mois des précultures, il puisse donc, comment dirais-je, subsister. Parce qu'aujourd'hui, il s'avère que la dotation qui lui est accordée, mais fort souvent, il la rebalance sur un emprunt pour acheter son matériel. Et enfin, la mesure 411 sur le FEADER, elle sera rudement appliquée. Nous l'avons revu en conséquence, et là j'ai un très gros travail que je mène avec la Chambre d'agriculture, avec le président Sion, avec Madame Nicolas et bien d'autres, et sur lequel vraiment j'ai un espoir. C'est l'espoir d'installer ces jeunes, à la fois sur Saint-Jean, à la fois sur Makouria, à la fois sur Irakubo, l'ouvrir. Et le premier projet qui va sortir, ce sont les 2000 hectares sur cacao. Avant de passer à la toute dernière partie de cette émission, une toute petite respiration, à tout de suite. Alors Rodolphe Alexandre, nous allons parler un peu de vous. Alors vous êtes un homme charismatique, tout le monde s'accorde à le dire. Vous êtes un très bon orateur. Pourtant, si on fait le bilan, vous avez été exclu du PSG en 2008. Vos relations aujourd'hui avec Marie-Josée Lalcy ne sont pas très bonnes, quoique apaisées. Marie-Laure Phinera-Horth disait même hier que l'heure n'était pas à la réconciliation avec vous. Avec Alain Tienlong, ce n'est pas non plus le grand amour. Quant à Léon Bertrand, il semble s'éloigner de vous. Est-ce que vous faites peur aux gens, Rodolphe Alexandre? Jusqu'à nouvel ordre, non. Mais si vous le dites, je vais faire attention. Je vais me regarder davantage dans le miroir. Mais je crois que je suis vrai. Je suis moi, c'est-à-dire avec mes défauts, mes qualités, mais surtout mon amour pour le pays, avec mon envie de travailler. Donc, je ne suis pas dans les inimitiés. Accordez-moi ça, vous qui êtes la presse, vous qui êtes supposé être totalement neutre, accordez-moi que, vous êtes charismatique, je vais au fond de mes dossiers. On l'a reconnu. Non, le charisme, si vous voulez. Mais je ne suis pas en fait dans l'hypocrisie. Je ne suis pas dans la sournoiserie. Je
Je ne suis pas dans les... Il y a des politiques sournois et hypocrites en Je ne vous Guyane? dis pas ça. Je vous dis, vous me demandez de me définir. Je me définis. Je me définis. Vous avez dit que je fais peur. Alors je cherche maintenant les conséquences ou les effets induits. Ce que je dis uniquement, c'est que moi je vais droit et que je suis clair dans mes propos et qu'en l'occurrence, quelque part, je fédère beaucoup. Et fort souvent, je fédère justement des courants divers. Parce qu'on se comprend sur un élément, c'est l'amour du pays. Sur construire ce pays. Pour moi, c'est une petite nation que nous construisons dans la diversité de ces communautés. Et je prends un exemple. Nul avant nous n'avait pensé à accorder cet hommage solennel et suprême, cette réconciliation avec les peuples autochtones, en particulier amérindiens. Le 9 août n'est pas seulement une fête, c'est pas seulement un élément culturel, c'est un élément patrimonial. Et je souhaite que ceux et celles qui viendront de la prochaine Assemblée pérennisent ce mouvement, parce qu'il y va non seulement de la conciliation et de la réconciliation, mais du vouloir vivre ensemble sur ce territoire. Tout le reste, nul n'est propriétaire de ses voix. Le temps viendra au temps. Moi, je suis un homme apaisé, j'agis en conscience et, à la limite, je vais droit sur mon chemin. On a vu aussi à cette occasion, justement, vous parlez de la journée des peuples autochtones, on a vu à cette occasion qu'il pouvait y avoir des scissions à l'intérieur même de certains groupes communautaires, pour les appeler ainsi. Comment encourager ce genre de rassemblement sans être aussi, quelque part, un acteur de la division? La thématique, ce n'est pas nous qui sommes acteurs. Parce que nous laissons les Amérindiens, toutes communautés confondues, à travers une association, mener l'opération. Nous accompagnons. Notre rôle est d'accompagner. Les thématiques sont fixées avec les associations. Il y a une assemblée générale qui est faite. Maintenant, je ne suis pas responsable des divisions internes. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas la division, c'est la majorité. Pour l'instant, l'ensemble de la majorité est parfaitement suivi et le président Thérèse ou Mme Chambrier font un travail remarquable. Je le parle avec beaucoup d'émotion parce que je considère que c'est peut-être un des éléments les plus forts de cette mandature, c'est de réconcilier les peuples. Et une fois qu'on aura parlé des peuples amérindiens, derrière, il y a les Bushinengués, les Créoles, tous ceux qui habitent la Guyane. Nous formons une nation. Nous sommes à l'image de Mandela, cette nation arc-en-ciel. C'est amusant parce que la dernière fois que vous avez participé à Politique.Guyane, vous avez tenu le même discours. Concernant Nelson Mandela qui s'en allait à ce moment. Alors, on revient quand même à vous, Rodolphe Alexandre, et à l'homme que vous êtes. Qu'est-ce qui a changé en 5 ans? Est-ce que vous pensez avoir changé, avoir fonctionné différemment depuis 5 ans? Votre message aurait-il été mal perçu, mal compris? Mais pour qui? Pour qui? Vous me parlez de quelques personnes qui peut-être se séparent de moi ou sont séparées de moi ou parlent de moi. C'est pas ça qui est important. Ce sont des personnes importantes aussi de la vie politique guyanaise. Ce sont des leaders politiques. Oui, j'ai le plus grand respect. Mais non, mais n'entrons pas dans les divergences. C'est pas intéressant pour la population. Ce qui intéresse à la population, comment on fera les échangeurs, comment on va offrir Balata, comment on va lancer le transport en commun en site propre, comment on va relancer les écoles, les lycées, c'est ce qui est intéressant. La population ne supporte plus ces inimitiés, ces guerres, ces invectives. Ce qu'elle veut, c'est un vrai discours. Et je pense que c'est là-dessus que les gens s'accrochent au programme que nous avons. J'ai un gros nez, j'ai de grosses fesses, je suis petit, ok. Mais l'intérêt, c'est mon dossier. C'est mon dossier qui intéresse. Et c'est ça qui fait la force. Aujourd'hui, si vous parlez de la ville de Cayenne, nous accompagnons la ville de Cayenne sur l'ANRU. Nous l'avons fait, on va continuer. Prochainement, je vais devoir signer avec Madame le maire ou son représentant le beau projet qui consiste à rénover entièrement le stade scolaire. C'est la région qui apporte pratiquement 80% de ses fonds. Ça ne m'intéresse pas, les querelles de personnes. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui est important, c'est la Guyane et les Guyanais et ce qui habitent la Guyane. Alors, on essaye quand même vous voulez de parler de vous, mais non, on veut parler de vous, Rodolphe Alexandre. Je suis un homme simple, Madame Nadine Félix. Mais je veux bien je fais mon croire. petit vélo, j'écris des livres. Justement, c'est là où je voulais en venir. On a l'impression qu'on vous voit moins à vélo, est-ce qu'on se trompe d'ailleurs peut-être, hein, mais qu'on vous voit moins à vélo, on a l'impression qu'on vous voit moins acteur du carnaval. Est-ce que vous avez encore du temps pour vous? Ben, c'est ça. Je dors 4 heures de sommeil. J'écris beaucoup. Je fais des conférences toujours, sans les médias, parce que ça reste dans mon humilité. Je termine un ouvrage. Je fais le sport, je revois mes amis du cyclisme en temps voulu. Je fais ce que font beaucoup de sportifs, notamment dans le vélo, que je salue. Eh bien, on fait du rouleau. Ça évite de sortir sur la route. Autant que faire se peut. L'équipe des vétérans pour le Tour de Guyane, c'est toujours d'actualité? Toujours. J'arrive à me distraire. Mais je me consacre beaucoup à la collectivité parce que j'aime ce métier, cette fonction. Et que je me donne avec tous ceux qui sont autour de moi à cet amour du pays. Il faut arriver aujourd'hui à créer cette force. Alors, vous parlez du pays et de l'amour du pays, ce qui est important pour le pays. Vous avez évoqué tout à l'heure les peuples autochtones, vous évoquez le sport. Vous avez distribué cet après-midi 42 000 € de subventions à des comités carnavalesques. Quand on
sait ce que représente le carnaval en Guyane aujourd'hui et ce qu'il représente également pour l'image de la Guyane à l'extérieur. 42 000 euros, c'est pas beaucoup. Je reconnais. C'est pas suffisant, mais au dehors des 42 000 euros, il y a des subventions internes délivrées par la commission culturelle à différentes associations, notamment pour les mobilités. Là, c'est des conventions qui sont faites à la demande des différents comités, puisque vous savez dans quelle situation nous sommes, mais il est certain que pour ceux qui viendraient... Quand on parlait de la situation, on parlait de l'union, de l'union. Des difficultés avec l'union régionale. Tout à fait. Mais ce qui est important, à mon avis, il faudrait que, nous pensons maintenant à la Maison du Carnaval, avec une exposition patrimoniale de tout ce qui a été réalisé par Sabas, par Madame Delors-Borromée et par bien d'autres, qu'il y ait aujourd'hui un positionnement de la future collectivité par rapport aux carnavaliers, qu'il y ait des conventions qui soient faites de façon à ce que la carnaval rentre comme un outil touristique, mais en même temps de réconciliation des peuples de Guyane. Je le déplore, parce que ça a été fait dans des conditions un peu scabreuses. Quand j'étais président à la CACL ou maire de Cayenne, nous distribuions les subventions bien en amont. Là, il a fallu corriger les choses, baliser le côté juridique. Je le regrette. Mais je pense que pour ceux qui viendraient demain, s'il faut quelques idées, nous en avons, nous leur donnerons. En tout cas, le carnaval de rue et by night, cette année, vous y prendrez part? Oui, 1, 2, 3 fois. Vous savez, alors je vais vous dire le secret. L'an dernier, j'ai pas beaucoup fait le carnaval, mais j'étais sur les mines d'or. J'allais visiter, j'allais apprendre mon métier, j'allais voir, j'allais découvrir. J'étais beaucoup sur le fleuve parce que je prenais ce temps pour aller faire autre chose, mettre le numérique, mettre de l'eau potable, de l'assainissement. J'adore le carnaval. Tout le monde sait que j'adore le carnaval. Alors, il existe un projet qui est porté par l'Observatoire justement du carnaval de Guyane, d'inscrire le Touloulou au patrimoine immatériel de l'UNESCO. De l'humanité. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ah, c'est très important. Il y a d'abord eu l'inscription... Projet porté par Monique Gérald. Tout à fait. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Non seulement nous l'accompagnons financièrement, logistiquement, culturellement, nous sommes très pour. Parce qu'il appartient à ce que cette entité culturelle soit non seulement magnifiée, valorisée et pérennisée. C'est le seul pays au monde où il y a ce type de carnaval, qui en plus a, on va dire, un effet induit sur l'aspect commercial, structurel, sociétal. Par contre, nous avons à côté un autre dossier qui consiste à faire du du maraqué, c'est-à-dire les rites amérindiens. C'est à l'UNESCO, c'est en voie d'être étudié. Ce sera, j'espère, d'ici la fin de l'année, un des gros points au niveau de la Guyane. Il est important qu'on connaisse autrement la Guyane que par le chikungunya, le sida ou par les garines-perros. Nous avons d'autres valeurs à apporter au monde, à l'universel. Rodolphe Alexandre, vous savez que 52 minutes, ça passe très vite. Sincèrement, je ne pensais pas. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission. Il est plus que temps de découvrir la dédicace ou encore la citation que vous nous avez préparée. Alors, si je ne m'abuse, elle est d'Antoine de Saint-Exupéry. Tout à fait, qui, à l'époque, a en quelque sorte plagié Voltaire. Et en gros, ça veut dire, si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Et ça correspond tout à fait à cette Guyane multiculturelle, multiethnique, cette Guyane de métissage. J'y tiens, beaucoup de gens y tiennent, et il faut sauver cette concorde, cette valeur très forte de la Guyane. Nous sommes un laboratoire de la planète, l'emmêlement des cultures. Alors Édouard Glissant parlait, lui, du tout le monde, mais Damas, puisqu'il faut citer Damas, et ce sont les 3 fleuves. C'est ça, notre pays. Alors, et la boucle sera sans doute bouclée. On a commencé l'émission avec Charlie Hebdo. Là, vous parlez justement de ce qui fait la particularité de la Guyane avec toutes ces cultures différentes qui s'entremêlent. Est-ce que la Guyane pourrait être un exemple, vous pensez, pour la France dans son ensemble? De tolérance? Merci Madame Nadine Félix, parce que on a anticipé. On a été visionnaire, sincèrement. Regardez la réforme territoriale de M. Valls. Nous l'avons devancée. Avec les chimies, avec d'autres, quand nous avons réfléchi à cette forme de statut, aujourd'hui, c'est nous qui avons raison. L'histoire nous donne raison. Non seulement on va aller vers la mutualisation des collectivités, la création d'une nouvelle collectivité, un seul interlocuteur vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la coopération transnationale, transfrontalière, mais de surcroît, un seul budget, mutualisé pour l'ensemble du territoire. Et mieux, c'est qu'à travers cette nouvelle collectivité, nous avons déjà des collègues d'Alsace qui veulent venir en Guyane pour étudier, parce qu'ils ont raté le coche. Enfin, du moins, ça n'a pas fait unanimité, pour étudier nos modalités. Et aujourd'hui, le débat qui se porte notamment en Martinique, c'est cette espèce de situation bicéphale que nous avons donc demandé, véritablement, je crois,
qu'on a, en toute modestie, je vous le dis, nous avons anticipé, en tout cas, sur la réforme du gouvernement. Je crois comprendre que la question de Nadine c'est exactement ça. En tout cas, la semaine dernière, on l'a vu, dimanche dernier en particulier, le peuple de la France métropolitaine s'est levé, s'est rassemblé autour d'une identité nationale. Est-ce possible en Guyane? Ah, mais tout à fait. Il existe un peuple, il existe une petite nation en gestation. Nous avons un territoire, nous avons une histoire, nous avons une âme, nous avons une culture. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, cette collectivité est l'outil essentiel du passage obligé vers une communauté de destin. Et quand on voit des jeunes de quartiers différents, avec des origines différentes parfois, qui s'opposent quelquefois, qui se battent, qui se t'entretuent. Le temps, la culture, la cohésion sociale, il faut développer le sport, la culture, la formation. Il y a un outil dont on n'a pas parlé, qui est l'OPRF, qui va prendre de la formation initiale jusqu'à la structuration, l'insertion de l'individu, de la société. Il y a de gros chantiers qui sont en jeu. En tout cas, moi, j'ai confiance en la jeunesse de la Guyanaise, en sa force, sa capacité d'intégration de ce système. Je suis persuadé demain que mon pays sera un exemple du monde, à la fois pour sa concorde, mais à la fois pour sa réussite. Nous sortons quand même 2000 emplois par an. Mais il faudrait malheureusement en faire 3000, 3500. Voilà le problème. Parce que la croissance démographique est telle qu'elle nous rattrape. Et si on diverge par rapport aux fonds européens, et c'est une des solutions que nous avons prochainement à Paris, nous sommes invités au niveau de Bruxelles et nous poserons la question de spécificité de la Guyane qui diverge par rapport aux fonds européens. 530 millions d'euros, c'est beaucoup, c'est pas mal, mais on en voudrait beaucoup plus. On retiendra en tout cas, si tu dis faire de moi mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Antoine de Saint-Exupéry. Merci pour cette citation, Rodolphe Alexandre. C'est moi qui vous remercie. Et surtout, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à nos questions. Nadine, grand merci une fois de plus. Merci à vous, José. Merci, Rodolphe Alexandre. Merci aux téléspectateurs. On se retrouve dans un mois avec un nouvel invité. On va vous rappeler, comme à chaque fois, que cette émission sera disponible très, très vite, d'ici sans doute une petite heure, sur notre site internet guyane.lapremière.fr. Excellente soirée à tous. Très bonne soirée à tous. Merci.